Bonjour Mohamed. Bonjour Jordi. Avant de commencer, j'aimerais te dire que j'ai rarement rencontré des personnes autant exceptionnelles, avec beaucoup d'énergie comme toi, ce que j'adore naturellement. Et aujourd'hui, on va parler de deux sujets extraordinaires sur lesquels tu travailles, de deux industries plus ou moins différentes, on va le dire, comme ça. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on puisse parler d'abord de toi. C'est-à-dire, est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas naturellement et aussi nous parler un peu de ton parcours, de ton background, de ton historique. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Donc, je te laisse vraiment te présenter. La question la plus difficile du monde, qui suis-je? Effectivement. Il y a un grand poète qui disait, qui suis-je? C'est la question de l'autre, elle n'a pas de réponse. Je suis entrepreneur à temps plein. Pendant le week-end, je suis danseur d'une danse ancestrale qui s'appelle Ahwash. Je passe mes nuits à bouffer des livres, à être passionné par des sujets philosophiques, j'écoute des conférences. En même temps, j'ai une bonne communauté où je consacre pas mal de temps sur des sujets de bénévolat. J'essaie d'aider les autres. Je suis très passionné à bien créer des sourires partout. En même temps, j'essaie de me soigner parce qu'on existe dans un monde où on a plein de douleurs. J'essaie de vivre. J'ai passé mes dernières dizaines d'années à être cette personne standard qui doit être intégrée à la société, voilà, qui a fait des études en informatique, qui doit chercher le meilleur salaire, qui doit escalader dans n'importe quelle entreprise où il se trouve, toujours en ramenant des idées. Et après le mariage, voilà, être ce père standard, voilà, qui passe son temps avec ses enfants et tout. Mais la vie a fait tout pour que je reste pas standard, tout simplement. Avant de continuer, si vous êtes développeur, si vous êtes expert en quoi que ce soit développeur, UX designer, graphiste, monteur vidéo, tout ce qui est lié au digital et que vous souhaitez travailler avec nous, vous pourrez retrouver le lien de recrutement en commentaire. C'est 2-3 informations à remplir et vous serez recontacté par notre équipe de recrutement. Je permets à des entreprises à travers le monde de trouver des freelances ou des experts directement en Afrique et pouvoir travailler avec eux. J'ai décidé d'être entrepreneur à temps plein parce qu'avant, je viens d'un background du consulting. Je trouve des projets, je les envoie en mode offshore comme ce que tout le monde faisait. Voilà, tu connais bien la tendance à ce moment-là. J'ai exercé plusieurs métiers dans la tech. J'ai commencé en tant que développeur, puis voilà, gestionnaire de projet, Scrum Master, coach agile, product owner, product manager. J'ai fait tout le tour. Et quand on est malade, quand on a une bipolarité atténuée, un TDAH, tu commences toujours chaud, tu ramènes des choses de dingue, tu es toujours le nouveau sang dans l'équipe, tu pousses les choses et au bout d'un moment, tu comprends pas pourquoi la nature fait que tu descends et tu comprends pas pourquoi ça peut pas continuer. J'ai compris que le salariat, c'est pas fait pour moi. Jusqu'à ce que un grand homme qui s'appelle Maurice Lévy, que tout le monde connaît, parce que si on ne le connaît pas, c'est qu'on est à côté de la plaque. En France, voilà, en mode business. Il a créé ce qu'on appelle l'escalateur. Il a bien choisi le nom. Il a donné la chance à des gens comme moi, qui ne sont pas à Paris 6, qui savent de trouver leur chemin, de trouver un endroit où ils peuvent accéder à quelque chose qui leur passionne, qui les passionne. Et il a appelé ça l'escalateur, c'est de bien accélérer l'ascenseur social et donner la chance à des gens comme moi, qui n'ont pas d'argent, qui sont obligés de passer par le salariat, mais les encourager à suivre leur instinct. J'ai décidé de créer une marketplace. J'ai bien identifié la niche. Tout va bien à l'e-commerce. J'ai l'esprit pour ça parce que je voulais devenir indépendant. Et j'en peux plus de prendre ma commission de ces projets que j'en vois partout, droite à gauche dans la tech, et finalement qui finissent par ne pas répondre aux attentes des clients. Tu sais bien l'industrie, comment ça se passe. Effectivement. Dans le clergé de la tech, il y a un grand mensonge, un grand tabou qui s'appelle le time to market. Chaque promesse sur ce time to market est un grand mensonge et tout le monde essaie de ne pas en parler. Et on est très fort à bien s'organiser pour qu'on le cache. Effectivement, cacher ça et... Ça me plaît plus ce modèle-là. Je voulais créer mon business à moi. J'ai bien compris que pour créer un e-commerce ou une marketplace, il faut se différencier. Parce que quoi que tu crées, il y a toujours une grande boîte, il y a toujours un grand qui a un bon budget marketing qui peut te dépasser, qui peut piquer ce que tu es en train de faire, y compris ta niche, il la contenir, et tu vas disparaître. Comment je peux me disparaître? Il fallait que je résolve le problème. J'ai dit, écoute, il me reste qu'un seul choix pour se différencier, c'est de dire aux gens, écoutez,
Dans ma plateforme, vous pouvez obtenir peut-être gratuitement le produit que vous voulez acheter. C'est là où j'ai pensé à une idée géniale. Et c'est là où j'ai inventé Riser. Riser, c'est un moteur de promotion Ok. qui donne la chance aux acheteurs d'obtenir gratuitement le produit qu'ils veulent acheter sans que le commerçant perd. En quelque sorte, on transforme le commerce en une loterie. Tu fais tes achats et peut-être tu pourras avoir un des produits que tu achètes gratuitement parce que ça n'arrive qu'après que le commerçant assure déjà une bonne vente, un bon nombre de ventes des unités sur ce produit-là. Il le donne gratuitement à l'acheteur chanceux qui arrive après son nombre de ventes, et rebolote, on recalcule, et ça devient un jeu. On lit existentiellement l'expérience de l'achat, voilà, avec un jeu, tu achètes, mais tu te trouves dans un jeu, et au moment de check-out, qui est un moment de l'euro, on doit sortir de l'argent, tu découvres que, écoute, tu peux peut-être acheter avec le prix de ce produit-là un autre produit, ou on t'en donne le deuxième, ou peut-être on t'envoie chez un autre partenaire. J'ai dit, c'est intéressant. L'escalator, c'est un incubateur, voilà, qui propose un accompagnement personnalisé. C'est pas facile, comme d'y accéder là-bas si on n'a pas. Il y a un jury qui est quand même assez rigoureux, sérieux, formé de PDG. Voilà, j'ai envoyé, elles m'ont dit, pour participer, il faut que tu envoies un pitch deck. Je savais pas ce que ça veut dire un pitch deck. Ok. Moi, ce que j'ai compris, c'est que j'ai 1 minute pour expliquer ce que j'ai à dire avec des diapos. Ok. J'ai pas voulu aller chercher le pitch deck parce que parfois, un savoir peut nous bloquer, même si c'est un vrai savoir. Effectivement, ouais. Du coup, j'ai dit non, je vais pas chercher, j'ai 1 minute, je vais poser les 5 questions devant ce jury-là, voilà, qui est formé des gens qui ont eu des carrières, au minimum, ils ont 60 ans, et c'est des PDG des grands groupes. Je dois mettre 5 slides. Le pourquoi, le comment, le qui, le quand, le quand. Voilà, le quoi, le qui, le comment, le pourquoi. Et le 5e, j'ai vu. Et le quand. Et le quand, exactement. J'ai apporté des réponses. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur, ce que vous faites, c'est une gamification. J'ai cherché un peu et j'ai vu que c'est l'âge d'or, voilà, de la gamification qui viendra pour disrupter toutes ces techniques marketing que tout le monde fait. Parce qu'on est dans une époque où, voilà, les gens, la génération Z, la génération Y, est assez habituée de devenir addict du dopamine. Dans chaque chose que tu fais, si tu veux le vendre, il faut qu'on touche une petite touche de dopamine, quelque chose qui fait raviver les gens, où trouve le jeu. Et surtout, on est dans une époque où on a un consommateur qui est très prêt à jouer, parce que les jeux de loterie, ils ont fait les statistiques parlent d'une augmentation exponentielle, de ces jeux. Et j'ai essayé de rendre mon idée autour de ça. On m'a accepté chez l'escalateur. Ok. Ils m'ont donné un stand gratuitement à la Vivatech parce que c'est M. Lévy, le fondateur de la Vivatech, juste à côté de l'ange des investisseurs. À ce moment-là, j'avais mon ordinateur en tant que Scrum Master. Voilà, chez une grande boîte de consulting, chez une boîte d'assurance. Mais je vois de la lumière. Je vois des gens qui négocient des contrats. Je vois des entrepreneurs. Je vois la liberté. Et c'était ta première fois, du coup? Oui, exactement, de voir ça. Ok. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, écoute, j'avais commencé cette mission, ça fait juste 1 mois et demi. Après des mois, de crise et tout ce que tu peux imaginer, ce qui peut arriver à un bipolaire, TDAH et tout. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu la lumière, je veux démissionner, focus sur ça, s'il te plaît. Il m'a dit, vas-y, fonce. J'ai envoyé à la coordinatrice, à ma manager, je démissionne. Hop! Je vais directement dans mon stand, je rencontre la directrice générale de mon incubateur, je lui ai dit, c'est bon, j'ai démissionné. Et je l'ai dit à tout le monde, ils étaient choqués. Mais écoute, c'était très suicidaire. Ça veut dire arriver à une île et brûler son bateau. Du coup, je n'ai plus de raison. Dès le début, dans la phase de l'idéation, sans logiciel. J'avais un tech lead, un associé qui est un ami avec qui je travaille, quand je te dis, dans le monde de consulting et tout. Voilà, il a dit, vas-y, fonce, hop. Du coup, je n'avais qu'une seule raison, c'est de réussir. Tout le monde me dit, mais non, ça marche pas comme ça, Mohamed. Non, mais quand même, il faut garder. T'as une famille, t'as 3 ans. Faut sécuriser. Ouais. Et tout ça, écoute, ça n'arrive qu'à une seule fois. Non, il faut pas te comparer, il faut pas croire ces success stories. Tu sais bien que les startups, il faut un network, il faut ça. C'est pas parce que t'as la meilleure idée, le meilleur produit. Ce qu'ils ont, ils ont toujours raison. Ils ont raison théoriquement. Mais moi, dans ma vie,
j'essaie toujours d'être cette exception de la règle, quoi. Et j'essaie de tout faire pour le faire, surtout quand tu fais les choses avec du cœur, de l'honnêteté. Crois-moi, tout l'univers s'adapte pour que tu y arrives. C'est clair. Allez, j'intègre l'escalateur. Là-bas, je cours partout, je pitch devant tout le monde avec un pitch, misérable, sans savoir ce que ça veut dire un pitch deck, sans savoir ses standards. Même dans la team, je mets Monsieur Lévy lui-même en tant que mentor. Dans la team, on rigolait beaucoup de ça. Écoutez, ça me dérange pas. J'ai commencé. Après, alors pour construire le produit, j'avais un mentor qui était un très bon mentor à l'escalateur. Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom. Allez, il s'appelle Jordan. C'est un bon gars. On s'entend parfois bien, parfois on s'entend pas bien. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Il a détecté une faille existentielle dans mon logiciel. Il a dit alors d'accord Mohamed, monsieur le smart, je vais faire un groupe Facebook. On sera 15 là-bas. Et on peut acheter tous le même produit. Et on a une chance de 1 sur 15 de l'avoir gratuitement. Et après, dès qu'on détecte dès qu'un de nous a le produit qui est gratuit, alors on va faire tous un retour parce qu'en Europe, nous avons 14 jours pour retourner le produit. Et finalement, tout le monde peut avoir le produit qu'il veut gratuitement. Ça veut dire faillite pour ton commerçant. C'est existentiel et ça casse toute ton idée. Ouais, il a détecté. Il a détecté en vrai piège. C'est pour ça c'est très intéressant pour une start-up, pour un start-upper, pour un fondateur, d'avoir un incubateur, un endroit où il faut valider les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées brillantes sur les papiers, mais dès qu'ils entrent au marché, le marché est injuste, est imprévisible, il est dingue. Il y a un grand poète berbère qui dit, je vais essayer de faire la traduction. Il dit, le marché est injuste, il nous casse. Il détecte les misérables par leur langage. Dès que tu parles devant n'importe quel entrepreneur, on sait bien qui tu es. Il peut bien avoir ta map psychique. Il sait bien comment tu choisis tes mots. Il sait bien si tu es un seller, un marketeur, un bullshitter. Il peut tout savoir. Et c'est ça ce que j'ai appris tout au long de ces mois-là qui ont suivi mon incubation, mon full-time. J'ai envoyé mes enfants au Maroc dans des longues vacances de 3 mois. Full-time, je travaille dans les bureaux de l'escalateur. J'ai les bureaux, j'ai l'expert comptable, j'ai le service juridique, j'ai un board de dingue qui me soutient. Tout à ta disposition. Et j'ai une directrice générale qui a passé 30 ans au Silicon Valley, qui prend son café, qui est très humble. Moi, j'écris pour l'avoir, il faut attendre 3 semaines, 4 semaines. Du coup, quand je parle avec elle, je tremble. Non, elle est là. Et Mohamed, vas-y, c'est comme ta pote, elle te donne des conseils en or. Je suis arrivé, en escaladant, j'ai envoyé des emails à tout, fondateur de Free, je sais pas, LMVMH, tout le monde. Je cassais la tête de tout le monde avec mes emails, avec mon idée brillante. Peut-être, on l'a commercialisé en étant, pour la première fois dans l'histoire de commerce, je peux aller dans un shop et sortir avec mes baskets que je veux acheter gratuitement. Parce que c'est la première fois que tu peux aller dans un marché. Tu veux payer, on te dit non, prends-la gratuitement. Mais non, écoute, ça c'est la théorie. Même pendant le jury, quand on voulait présenter cette idée, j'ai dit, c'est pas une seule idée, c'est un paradigme. Le philosophe qui parle. Du coup, j'ai dû faire beaucoup de travail au niveau de mon attitude, comment être un vrai entrepreneur, afin de trouver sa place dans ce marché injuste qui détecte les misérables par leur langage. Voilà. Excellent. Après, moi et un tech lead, c'est pas suffisant. L'image de M. Lévy dans le bord, non, personne ne va pas croire que le président du conseil de surveillance dans une boîte qui a un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros, il est quand même dans ton bord, derrière toi qui a une dizaine d'années dans la tech en tant que product manager. Non, ça passe pas. Je suis allé, j'ai escaladé jusqu'à ce que je suis tombé sur le directeur de Stanford Research Institute. C'est un Marocain au Japon. J'ai fait la même chose, il a accepté. Il a vu lui-même, quand il était jeune, quand il était en Californie, en tant qu'étudiant, il a vu il a détecté comme quoi cette énergie, et ça. Il m'a dit, Mohamed, fais une proposition sur ma table, il l'a joué professionnellement. Je crois bien en ton produit, je crois bien en ton idée, surtout je crois bien en toi. Je lui ai dit, écoute, 3% pour d'equities, pour un conseil et pour ton network. Il a dit, j'accepte. Et là, monsieur, j'ai le droit à 1 heure chaque semaine avec ce gars-là, depuis le Japon, et qui m'a raccourci des chemins et qui me vend un savoir de l'or qui marche pas. Tu vas pas trouver dans tous les incubateurs, tous les conseillers, dans les HEC là que tu vois en France. Parce que Stanford, c'est l'université qui a investi le plus dans le monde, dans les startups. Et c'est quelqu'un qui a
que l'empereur du Japon a déjà accueilli. C'est une icône de la tech entre le Japon et les États-Unis. Et quand je veux, j'ai dit sur mon WhatsApp, il me dit non, Mohamed, c'est pas ça un pitch deck, c'est pas ça une stratégie de market. Il faut que tu m'impressionnes, focus sur le produit. Tout en étant connecté avec ces startups, tout en voyant l'évolution, tout en n'ayant rien comme argent. Et surtout, tu découvres que, écoute, pour avoir les subventions, le financement en France, tu connais bien la bureaucratie française, il faut attendre des mois. Alors, il faut des solutions out of the box. J'ai dit à un ami, écoute, mes amis, j'ai des amis d'enfance qui font le même métier que moi, j'ai lui dit, écoute, toi, tu vas t'occuper du loyer de ma maison. Et pendant 6 mois, si tu veux, quand je deviendrai ce Bill Gates-là, je penserai à toi. C'était un bon investissement pour lui. Les autres que je connais, moi, je mets beaucoup sur... Du coup, il a accepté. Ah bah bien sûr, il a vu ça comme une opportunité de dingue. Puis par la suite... c'est un vrai ami, ça, hein, pour le coup. Non, ça c'est le moindre qu'un un vrai ami, sauf qu'on vit dans un monde qui est dingue. Non, c'est le minimum qu'un ami peut faire. La vraie amitié, c'est sacrifier sa vie pour l'autre. Pour un ami. Bref, mais ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. J'ai fait la même chose pour me sécuriser. Alors, j'ai vu que la question de financement, oui, je suis validé, le projet il tient bien. J'ai un board quand même, qui est qualifiable, qui est super intéressant. J'ai mis une valeur de 2,5 millions pour mon idée. En France, je ne marchais pas à la française. Je contacte que des VC en anglais, en Europe, aux États-Unis. J'essaie de bien présenter ça. J'ai rencontré dans la Vivatech des gars du marketing qui sont prêts à travailler en commission business. Ils sont là pour dire, écoutez, on signe un contrat de marketing, on sera tes sellers. J'ai rien, mais je sais pas comment j'arrive à convaincre les gens. Je sais pas. J'ai cette énergie, ce dynamisme. Ils voient du faux dans mes yeux et ils sont convaincus, sachant que je dis de la merde. Parce que quand je me rappelle de mes premiers jours, je dis, mais comment j'ai fait? Et là, mon équipe, voilà, qui est au Maroc, qui est délocalisée, elle était spécialisée dans le C#. On voulait développer le premier milestone. Et j'ai dit, écoute, Mohamed, c'est quoi ta barrière d'entrée? Tu vas faire un plugin, tout le monde va faire un plugin. Fais un plugin, même si tu changes tous les utilisateurs et tu entres avec une tendance marketing, un claim marketing qui est très fort, Carrefour peut facilement tourner ça et faire son moteur de promotion. Alors, avec le monsieur de Stanford, il a dit, écoute, puisque ta solution acte sur le checkout et calcule bien ce qui sort et ce qui entre, propose une proposition de valeur qui est intéressante. Et là, on précise juste, quand tu parles de acte sur le checkout, tu parles bien de Shopify. Shopify, exact. Ouais. Là, la solution Razer.click, il existe sur Shopify. Exactement, juste pour donner le contexte à ceux qui nous écoutent. Exactement. Ils m'ont dit, c'est quoi ta barrière d'entrée? Alors, un nouveau sujet. J'ai dit, écoute, puisque je peux savoir ce qui marche, ce qui sort, et on est dans une tendance de l'IA, pourquoi pas proposer une solution 360 pour les TPE, les petits business, qui peut faire le rôle d'aide à la décision. Et peut proposer, voilà, elle peut prendre toutes les données, et avec un bon entraînement, avec les algorithmes, il peut te dire, attention, dans le marché, pendant l'été, n'achète pas ce produit-là, parce que ça va pas marcher. Okay. Attention, au niveau stock, tu as un problème. Attention, réduis le prix de celui-là pour que les gens puissent acheter l'autre. Peut-être dans des unités gratuites sur ce produit-là, parce qu'il va être gaspillé, tu vas le jeter à la poubelle. Ça deviendra plus dynamique, ça deviendra plus fort. J'ai creusé, j'ai vu qu'il y a des grands logiciels. Parce que, bon, il faut pas trouver des solutions intellectuelles. Magique, ouais. Ça, c'est un grand piège où les startups tombent et trouvent des solutions intellectuelles. D'ailleurs, je remercie beaucoup monsieur Jean-David Benichou, le grand entrepreneur. Bon, qui m'a dit ça, mais j'ai déjà pensé à la réponse et j'ai déjà arrivé à ce constat avant qu'il me le dit. J'ai bien compris que trouver des solutions intellectuelles à des choses, à des sujets qui ont une réalité complexe, c'est pas suffisant. Ça reste de la théorie qui peut, pas marcher, forcément. Peut-être ça peut marcher, ça peut pas marcher. Mais c'est un risque très fort et un investissement très très fort. J'ai candidaté au Techstars de New York, j'ai pas de limite. Je suis passé à la deuxième étape. Ils m'ont dit, écoutez Mohamed, alors ton produit ça va, mais écoute, les gens qui sont chez nous sont déjà lourds. Alors fais déjà un bon travail, m'ont envoyé des fichiers, tout un encadrement pour bien cadrer ma proposition de valeur, afin qu'on aura une proposition de valeur qui peut marcher, qui tient de la route, au moins sur les papiers. Du coup, si tu veux, j'ai profité du savoir de New York Techstars tout en restant à Paris. J'ai bien fait mon business plan aux traditions et aux standards de Techstars New York. La proposition de valeur, les scénarios, les use cases et tout. J'ai tout travaillé ça
avec des gens qui croient en moi. Voilà, des personnes que je rencontre, 0 salarié. Je viens, je te convainc, je te dis, il y a un truc devant moi qui est très intéressant et je ne contacte que des gens qui ont un capital humain. Je m'assure qu'ils ont la bonne morale, la bonne éthique et surtout ils ne sont pas là pour avoir de l'argent. Non, ils sont là parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément leur finalité. Ils font de l'entrepreneuriat pour faire des changements, pour faire d'autres choses qui est intéressant. Parce que finalement, on a bien tous compris que pour faire du changement aujourd'hui dans le monde, il faut avoir l'argent. C'est quoi le moyen d'avoir l'argent? Le salariat? Le livret A? Non. Tu mets tes baskets et tu entres dans la jungle. Tu te fais une place là-bas. Tout simplement. Si les mauvais le font pour des mauvaises causes, les bons doivent le faire pour les bonnes causes. C'est comme ça. Voilà, on a bien travaillé ça. Actuellement, j'ai bien compris que quand même, c'est un concept qui est nouveau. J'ai rencontré le responsable des pôles business, le pôle relations entreprises e-commerce de la ville de Levallois. Il m'a dit, écoute, depuis le Covid, nous avons ça de son commerce qui souffre des changements des habitudes du consommateur. Marketing, n'importe quelle étude marketing idée marketing que tu ramènes, ça n'encourage pas les gens à venir dans les boutiques. Propose quelque chose. Il m'a mis en relation avec... La boutique physique Physique. Ok. Elle m'a mis en relation avec le président de leur association des commerçants de Levallois. Il m'a dit, Mohamed, voilà, je fais des raccourcis comme ça pour éviter de ne pas être long, pour aller droit au but. Il m'a dit, Mohamed, mais toi tu es dingue, tu ramènes une solution qui va dire à une personne très occupée dans son commerce, dans sa boutique, tu vas lui dire, écoute, tu vas donner des produits gratuitement à tes clients et tu me paieras. Mais franchement, tu es dingue, toi. Il y a beaucoup d'audace. Ah bah oui. Pourquoi ça peut être bénéfique, ça? Là, tu comprends la réalité. Là, tu vois le décalage entre une solution qui est magique sur les papiers et la réalité. J'ai dit, écoute, dans ce cas-là, mon business model, elle doit changer. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit, écoute, c'est un bon clé marketing pour créer une marque. Ouais. Tu peux, c'est juste comme Chronodrive a commencé. Ouais. On a tous ces enseignes-là, et le gars, il dit, écoutez, on vous prépare vos courses, passez les prendre. Il a fait toutes les enseignes, Chronodrive, il a changé toutes les habitudes du consommateur. Du coup, moi, il me faut changer les habitudes des consommateurs. Et tout en attendant ça, il faut que tu travailles sur les autres aspects, il faut que tu te nourris. Il faut que tu auras du financement. C'est la réalité de l'entrepreneuriat, ça. C'est ce que tu dis, voilà. C'est très, très, très important. Ouais. C'est très réel. Du coup, pour arriver à ça, il faut avoir un sens de persévérance de fou. Pour moi, j'ai bien compris qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a les leaders et les suiveurs. Il y a toujours ces catégorisations. Oui, c'est des catégorisations qui nous aident à comprendre un petit peu le monde, mais elles ne sont pas suffisantes pour expliquer parce que le monde est trop complexe. C'est pour ça que les philosophies toujours changent. Tu trouves toujours une philosophie, la philosophie toujours une autre trahie à la fin parce que le monde est très complexe. Du coup, c'est pas suffisant d'être philosophe. Il faut acter. Il y a 2 types de personnes, 2 types d'entrepreneurs, 2 types de leaders, 2 types de toutes personnes. Il y a les héros, comme Achille. Ils peuvent gagner des batailles, ils sont faits pour faire des empires, avoir des solutions magiques, gagner de l'argent, gagner des guerres, si tu peux gagner en politique. Ces gens-là sont très forts, c'est une catégorie, mais ils ont toujours un talent d'Achille. Au bout d'un moment, ils tombent. D'accord? Ils ont toujours une faiblesse. Mais il y a ce qu'on appelle les survivants. Ces gens-là qui entrent des guerres, ils ne gagnaient pas en gagnant la guerre, mais en survivant parce que l'ennemi, il n'arrive pas à les tuer. En fait, l'ennemi, il tombe de fatigue, il meurt de fatigue parce que le gars n'arrive pas à mourir. Je pense que je fais partie de ces gens-là. Tu arrives à un problème, tu trouves toujours une solution. Et là, je reviens à la faille existentielle que mon référent à Shimon Kibater a trouvé. Alors je lui ai dit, ça c'est une bonne question, ça c'est une bonne crise qu'on doit tourner en opportunité. Je lui ai dit, écoute, j'ai pris une semaine pour réfléchir, je lui ai dit, écoute, on va ajouter juste une étape dans le process, l'éligibilité à la gratuité. Cette éligibilité à la gratuité, c'est d'assurer que le client ne va pas retourner le produit. Soit on attend les 14 jours, s'il ne retourne pas le produit, allez, on l'ajoute dans la file d'attente, il gagne le produit gratuitement. Et comme ça, on gagne déjà un lien entre le commerce et lui, pour le réengager. Et surtout, s'il est intéressé, qu'il ne retourne pas le produit, on réduit les retours, parce que les retours en Europe, c'est un casse-tête de fou. Ouais, on veut pas ça. On veut éviter au maximum les retours. Les retours, c'est un casse-tête de fou, c'est une perte d'argent de fou. Du coup, j'ai transformé
une faille existentielle dans mon logiciel, on a une opportunité de dingue pour réduire les retours. Ok. Alors, côté technique, les gars ils sont spécialisés dans Shopify et dans le C#. Shopify ne te laisse pas modifier le front-end de ses clients. Ouais. Dis quoi, alors dans le back-end, tu peux faire tout ce que tu veux, ton plugin il peut fonctionner, il peut prendre tout ce qu'il veut comme information, mais pour afficher... Pour pouvoir l'intégrer du coup avec Shopify. Ouais, au gagnant du produit, ou celui qui a gagné le produit pour le front-end, ça c'était très compliqué. J'ai dû recruter des gars... Voilà, qui sont spécialisés dans le Ruby on Rails, un langage, c'est pas facile de trouver des profils dans ce genre de langage qui sont un petit peu dépassés dans le marché. Je l'ai recruté, ça m'a coûté un petit peu, mais il a développé 2 plugins pour résoudre ça. Le plugin qui fait le back-end, il y a un autre plugin qui demande d'autorisation, qui entre dans le thème et qui te donne la possibilité d'ajouter le HTML qui affiche après le checkout, si tu as gagné le produit, comme quoi tu l'as gagné. Et ce qui est super, c'est que le plugin, il peut fonctionner dans les commerces comme dans le commerce. Ok. Physique. Et comment du coup? Bonne question, parce ça, que c'est la question. Shopify a son point of sales, le POS, et là son logiciel de caisse. Ok. Et il peut bien fonctionner. Tout ça sur une seule année, j'ai pu le faire. Voilà. Je découvre que j'ai un talent, j'ai quelque chose qui me caractérise. Et je découvre aussi que je suis trop rapide. Non. Parfois, c'est pas bien aussi. Il faut que tu te calmes, il faut que tu aies une stratégie, il faut pas... Il faut que tu prennes du recul. Et après, il y a toujours cette question de financement. Et comment on va résoudre ça? Il faut que je m'en nourris. J'ai bien compris que l'Europe est trop lente. Allez, j'ai pris mon billet, j'ai mis mon adjet là-bas, j'entre dans Al-Qataria Airways. Je suis allé au Pays de Golfe, sans plan, sans rien. Vraiment. Avec mon adjet là-bas, parce qu'au Moyen-Orient, ils sont assez sous-développés pour que l'assimilation soit un sujet controversé ou qui fait polémique. Tu mets ce que tu veux. Voilà, on s'intéresse à autre chose hors de ce que tu mets sur toi. Excuse-moi pour ce sarcasme. Non, il n'y a pas de... J'entre, il y a le président des hôtesses. Il me dit monsieur le Marocain, il y a du msemen, il y a des plats. Je lui dis non, j'ai de l'IA. C'est là où j'ai pitché, avant même que j'entre. Il me dit, ah bon, tu fais de l'IA? Je lui dis, oui, j'ai une solution IA, voilà, j'ai une équipe qui développe de l'IA, j'ai une équipe qui fait de la tech. T'es intéressé par quelque chose, monsieur qui croit que je vends des msemen? Une semaine, c'est des crêpes en arabe. C'est un Syrien qui a un frère à Miami et qui cherche une solution IA appliquée au médecin. Il m'a dit, intéressant, je viendrai à ton siège. Et après, par la suite, il m'a invité, on a parlé, j'ai lui discuté IA et tout. C'est vrai que j'ai pas continué à l'aventure avec lui, parce que son frère a choisi un autre partenaire tech, mais j'ai pitché avant que j'entre à l'avion. Et à ce moment-là, j'ai participé au Web Summit, parce que je suis dans le bord de plusieurs autres startups, il y a une autre startup de dingue, une dinguerie française, je sais même pas pourquoi la France ne la prend pas encore en considération, il la met pas partout, parce qu'elle est plus forte que tous ses concurrents mondiaux. Ça, c'est la France, ça. Je vais le dire, c'est Crispy. Les gars, Crispy AI, les politiciens, Crispy AI, tout le monde, Crispy AI, cherchez ce qu'ils font. Du coup, j'ai participé dans des events, je cherche ma place là-bas, et surtout avoir des financements. J'ai trouvé des personnes qui sont intéressantes là-bas, qui m'ont mis avec d'autres personnes. Ils ont trouvé que j'ai ce côté mentoring, j'ai cette expérience de l'écosystème européen, et là-bas, l'écosystème n'est pas assez mature comme en Europe. Il y a des startups qui sont très intéressées par les idées, par les raccourcis que tu proposes. Ok. J'ai signé quelques contrats en tant que mentor pour que je me nourris. Et ils m'envoient de l'argent, au moins, qu'est-ce qui me suffit comme salaire. Je tiens la route un petit peu. Puis j'ai gagné quelques projets dans la tech que j'envoie à d'autres. Je prends ma commission, je me nourris comme ça. Je suis revenu, j'étais en bonne légitimité, j'ai trouvé des investisseurs. J'ai fait signer des investisseurs des contrats, de love money. Tout simplement, des 5 chiffres, sur des 5 chiffres, qui vont permettre, d'aller persévérer. Et c'est ça ce qui permet aujourd'hui que j'ai une solution. J'ai une première, j'ai un Qatari avec qui j'ai une collaboration. On va lancer toute une brand à Marrakech, qui sera e-commerce et commerce physique, qui permettra aux acheteurs d'acheter, qui sera la première marque, avec un clé marketing chez nous, peut-être tu l'auras gratuitement ton produit que tu veux acheter. À côté de prix, tu trouveras
1 sur combien de chances tu peux obtenir ce produit gratuitement. Gratuitement, ouais. Et tu es dans T'as rien à faire, le client il a rien à faire, il a rien à c'est faire, juste. elle achète. S'il gagne, c'est bien. S'il gagne pas, bah écoute, on te doit rien déjà. Hein. C'est bon, tu fais tes achats et tu pars. Ou bien, la suite, ça sera de faire un écosystème, peut-être de cashback, Autour de peut-être ça, ouais. tu peux gagner des produits chez d'autres qui vont pas bien. C'est ça le roadmap, le roadmap produit. Nous avons tout un roadmap produit. Du coup, voilà en gros Riser et comment ça s'est passé, comment je suis entré en entrepreneuriat, comment je me suis cassé la gueule et comment quand même je tiens à continuer. Après, j'ai eu des synergies qui sont très intéressantes avec d'autres boîtes. Je commence à signer des contrats avec d'autres startups avec qui j'ai des synergies, des e-commerce qui veulent commencer, qui veulent se différencier. Intéressant. En tout cas, merci déjà pour cette fenêtre que tu viens d'ouvrir. Je veux qu'on se reconcentre un petit peu sur Riser. Ok. Qu'on revienne un peu là-dessus. Déjà, pour que tu réexpliques concrètement ce que fait Riser aujourd'hui. Supposons que moi, j'ai une boutique e-commerce. Comment est-ce que je peux utiliser Riser aujourd'hui pour apporter effectivement ce côté gamification? C'est vraiment, on va se dire, OK, il y a de la gamification, il y a plein de choses que je peux apporter, oui, c'est bien et tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte à ma boutique Shopify? Si par exemple, moi, j'ai une boutique là maintenant. Tu as une boutique Shopify, Ouais. tu veux te différencier des autres. Si tu vas faire des promotions, tout le monde fait des promotions. C'est ça. T'as rien à apporter. Tu veux, je sais pas, être affiché partout, tout le monde est affiché partout. Amazon est affiché partout. On te fait pas confiance, t'as pas de légitimité à ce que j'achète chez toi. T'es un petit e-commerce. D'accord? Mais si tu utilises mon moteur de promotion, en donnant des produits gratuits, après que tu garantis déjà toi ton gain, tout simplement, un acheteur qui peut arriver la première fois chez toi, il peut avoir ce produit gratuitement ou avec un discount que tu peux gérer sur Riser d'ailleurs, parce que c'est super configurable. C'est par cas, c'est par business. Voilà, c'est archi configurable. Tu peux te différencier par ce concept-là. Et par la suite, tu peux estimer et suivre le buzz positif que tu fais autour de ta marque. OK. Les amis, j'étais chez un e-commerce où j'ai pu avoir le produit que je veux acheter gratuitement. Pense 6 secondes à ça. Mets-toi à la place de l'acheteur. Ouais, qu'est-ce que tu auras comme ressenti? Ouais. Et surtout, quand tu achètes, l'achat, c'est une opération qui est très classique dans tous les sites. Mais quand tu achètes et tu te sens comme si tu joues, ta motivation est doublée. Parfois, tu vas entrer juste pour jouer jusqu'à ce que tu auras ce que tu as à gagner. Mais du coup, est-ce que sur le point de vue de l'acheteur qui vient acheter sur ma boutique, est-ce qu'il ne se dit pas ouais, c'est du bullshit, par exemple, il y a une chance sur 1000 que je l'ai gratuitement, du coup les gens prennent pas ça au sérieux, ou alors c'est vraiment l'effet de moi qui possède une boutique qui va communiquer dessus, qui va faire Exactement. en sorte que ça voilà, je sais pas, peut-être pas des retours, comment dire, on dit testimony en anglais, mais Exact, ouais, des témoignages, voilà, ouais. d'autres personnes. Du coup, comment ça se fait? Et est-ce qu'il y a déjà des boutiques aujourd'hui qui utilisent actuellement Exact. ce Nous produit? avons par exemple cette boîte de marbre. Elle est moins chère 30% du marché. Ok, Parce qu'ils n'ont pas de médiateur. Elles importent du marbre de Dubaï. ok, Ils sont venus chez nous. Ils nous ont dit, écoutez, on aimerait bien quand même se faire une place dans le marché français. Nous sommes moins chers au niveau service comme au niveau matière de tous les autres. Et un concept est dingue. À partir de 12 plans de travail en marbre posés, on peut donner la 3e gratuite à l'acheteur chanceux. Imagine, tu veux faire un plan de travail à ta cuisine ouais. et tu le fais gratuitement. ouais. Et eux, ils ne sont pas perdants. Ça, c'est une gap dans le marché à laquelle on répond. Mais pense à Temu, par exemple. Je ne sais pas si nous avons le droit. Temu. Temu, déjà, tu joues jusqu'à ce que tu gagnes un produit. C'est le cœur. Et nous avons cette formule qui s'adapte à tout type de business. Du coup, ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, c'est qu'on fait un premier call avec le client, on essaie de voir qu'est-ce qu'il a comme business, on essaie de lui proposer le modèle qui peut être bénéfique, tout en proposant d'autres services de branding, de marketing, voilà, qui peuvent l'accompagner à ce qu'il aura une place, voilà, à ce qu'il atteindra des objectifs marketing, parce que vendre la solution, le plugin lui-même, il n'est pas suffisant. Et du coup, là, je te coupe pas, hein, mais là, tu viens d'expliquer un truc de puissant. Là, je crois que j'ai compris véritablement l'avantage d'utiliser ton plugin. Exact. Parce qu'en fait, tu as mentionné Temu.
Temu, ils sont arrivés avec une approche aussi de gamification qui a fait qu'ils puissent véritablement prendre le marché, et surtout le marché français. Ouais. Et le fait de dire à n'importe qui a une boutique physique ou en ligne, de lui dire, écoute, nous, on est spécialisé à te faire des trucs comme ça. Exact. Pour tes produits, je trouve ça puissant. Le plus puissant, c'est qu'on le fait mieux que Temu. Parce que Temu, et c'est par le jeu du fait que tu achètes. Tu participes dans un jeu et après tu gagnes. Et après tu gagnes. Parce que tout le monde le fait là aujourd'hui. On a plusieurs concurrents. Je vais pas citer leur nom. Ce qu'ils font, c'est après que tu achètes, tu fais la roulette. Ah, peut-être tu vas gagner, t'as pas gagné là. T'as participé à un jeu, tu peux être déçu. Non, tu achètes tranquillement. Et là, tu es surpris d'avoir gagné ce que tu veux acheter. Ou peut-être avoir gagné des discounts. Ça, c'est très différent. L'expérience d'achat, totalement, est différente. Et ajoute une chose à ça, c'est qu'on force l'incitation à l'achat. Nous avons 60% d'abandon de panier, monsieur. Les gens, ils mettent des trucs dans le panier, mais le moment du check-out, il faut refaire ses calculs. C'est très douloureux. Mais quand tu lui dis, attends, t'as des bonnes chances de l'avoir gratuitement, il clique. Elle passe. Il y a une double motivation, en plus de l'achat. Et là, toi, tu l'estimes à peu près à quel pourcent aujourd'hui? Tout dépend du business. Okay. Tout dépend des bonuses, de ça. Pas, comme je t'ai dit, parce qu'il y a l'entreprise, il y a le produit. Ça fait qu'une année que nous avons commencé. Du coup, on essaie d'aller prudemment, on sélectionne les projets. Nous avons une vingtaine actuellement d'early adopters. Il y en a celles qu'on accepte, il y en a celles qu'on a refusées parce qu'on n'est pas assez mature. Plus en ligne ou des boutiques physiques aussi? Celles qui sont en physique, j'en ai pas mal qui sont très intéressées, mais on doit, pour des raisons d'équipe, il faut faire une collecte de fonds pour agrandir l'équipe. Et d'ailleurs, je profite du moment, s'il y a des gens qui sont intéressés à investir pour qu'on scale, voilà, on est preneurs. Il y a le site web qui explique tout, il y a la philosophie, il y a le board. On ne ment pas sur le bord. Le gars du Stanford, il sera dans les meetings, si vous voulez. Il peut parler sans que je parle. Voilà. Du coup, il faut quand même avoir une certaine crédibilité. C'est ce que j'ai compris aussi en étant dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir comment dire la vérité, même si on ne le dit pas toute la vérité. Mais il y a un minimum qui compte. Okay. Il y a un minimum qui compte dans le narratif. Du coup, là, les shops physiques, comme je t'ai dit, il y a le brand qui nous attend au Maroc. Mais s'il y a des brands qui sont intéressés ici à ce qu'on intègre le système chez eux, et on est assez prêt à bien détecter là où il y a les failles de la gamification, on est très preneur, surtout pour le domaine de la restauration, par exemple, où il y a beaucoup de gâchis, où il y a beaucoup de gaspillage. On peut optimiser. La restauration aussi. Oui, et ça s'applique à tout type de business. T'imagines, je mange là, j'ai fini de manger, je dis, ma facture, je veux payer. Et puis on me dit, non, c'est... Donc voilà, ou bien vous avez un solde, revenez la prochaine fois. C'est juste simple. Incroyable. Toujours, il y a un principe dans l'épistémologie. Pour qu'une théorie tienne bien la route, il doit être le plus simple possible. Pour qu'une idée marche bien, il doit être très simple. La théorie de la relativité, c'est une idée très simple. On peut la résumer en 3 lettres. Quand c'est très complexe, ça veut dire que non. Ça s'appelle le critère de la simplicité scientifique. Toutes les idées qui ont marché sont très simples. Et avec cette idée, on résout une contradiction, mais il faut des bravehearts derrière pour l'imposer dans le marché, tout simplement, pour changer les consommateurs. Et du coup, moi, je veux un peu venir sur l'approche d'acquisition client, parce que finalement, c'est un business plutôt B2B, de ce que je vois. Et donc, du coup, est-ce que pour avoir plus de clients pour vous, il faut aussi que les clients de vos clients, c'est-à-dire le consommateur lambda qui va acheter sur une boutique Shopify par hasard, soit au courant à peu près de cette nouvelle façon de faire. Alors là, je vais essayer de Comment ça s'intègre sur le site, comment les gens visualisent ça. Je ne sais pas à quel moment la personne prend conscience de cela dans le parcours d'achat. Dans le parcours d'achat. Est-ce que c'est avant, ou c'est après, ou c'est pendant l'achat? Notre idée, il y a ce qui est théorique, comme je vous ai dit, il y a ce que tu appliques par rapport au contexte que tu as. Et là, je vais essayer aussi d'ajouter quelques informations qui sont liées au mentorat des startups. Il y a toujours ce qu'on appelle le Success Customer Management. Okay. Quand tu fais un produit, tu vas entrer dans le marché, il faut suivre le consommateur. Il faut que tu le comprends bien, il faut que tu vois son expérience d'achat. Parce qu'il y a ta vision, il y a sa vision à lui. Et surtout, il ne faut pas avoir ce décalage. Ce décalage-là, il casse des projets énormes. Pense juste à Google+, par exemple. Ouais. Pense à beaucoup de startups qui ont eu des idées géniales, mais
quand il entre dans le marché, elle se casse la gueule parce qu'il y a toujours ce décalage entre l'utilisateur et toi qui penses que tout fonctionne et que tout est raisonnable. D'accord ? Du coup, pour nous, pour répondre à ta question, la théorie, c'est de mettre à côté des prix le nombre de chances que tu as pour obtenir le produit gratuitement ou obtenir un discount intéressant dessus. Ok. Quand tu vas sur un site e-commerce, tu vois 50% de discount, tu vois le prix, Effectivement. tu vois nouveau, Oui. tu vois hot, Mm. tu vois Black Friday. Mm. Chez nous, juste à côté du prix, tu vois 1 sur 10, 1 sur 1 10. sur 25, 1 sur 30. Mais pense aussi à ce déstockage. Bah ouais. Pense au déstockage qui est désavantageux pour les gens qui font faillite. Mm. Mais si tu vas faire du déstockage et tu vas mettre des prix qui sont pas intéressants, tu es déjà perdant, bah augmente la fréquence de la gratuité sur les produits. Je sais pas, 1 sur 5 de l'obtenir gratuitement et tu verras. Tu tournes une opportunité comme pas possible. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Ce qu'on fait, nous, il est accompagné avec du marketing. Du coup, quand il vend, on vend du marketing avec. Il faut qu'on vende du branding de cette gamification. Parce que c'est un truc nouveau qu'on ne connaît pas encore. Effectivement, c'est ça que je disais. Et d'ici 2030, le marché de la gamification atteindra 30 milliards. Je me rappelle bien, le marché de la gamification de ces solutions-là atteindra 30 milliards de dollars. C'est le futur. Parce que le marketing, c'est bon, tout le monde fait la même chose. Et la génération Z, moi j'ai rencontré le fondateur d'un groupe d'e-commerce qui est spécialisé dans le sport. Il m'a dit, écoute, Mohamed, j'adore. Ce qui m'intéresse, c'est le côté des retours, parce que ça va réduire les retours. J'ai un casse-tête, j'ai vraiment une épine de l'épier à cause de ces retours. Mais ce que je sais, c'est que ma fille, elle va commander des baskets sur mon store jusqu'à ce qu'elle aura celle qui est gratuite, parce qu'elle aura un sentiment de dingue. Elle est belle celle-là. Effectivement, il y a aussi des clients qui vont avoir cette approche. Je te dis, ouais, j'ai 4 baskets à commander. Autant mieux le faire sur. Autre chose, si je peux ajouter, les marques de luxe. C'est très mauvais de dire qu'il y a un discount dessus. Très mauvais, c'est pas bon. On est ici pour poser des prix. On appartient à ces marques et on achète ces marques parce que leurs prix sont élevés. Mais quand ils ajoutent de la gamification, c'est pas moche, c'est beau. Imagine avoir un parfum de luxe gratuitement. Ça n'a rien à voir avec le moins cher, le type, Voilà. le côté négatif du type. Est-ce que c'est la qualité qui est pas bonne? Mais c'est vraiment, et ça rapproche même, comme tu disais, l'expérience utilisateur, mais aussi le vendeur du consommateur. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se crée. Il y a un lien fort que je vois derrière cette gratuité qui au départ tu t'attends pas vraiment, et finalement tu as quelque chose. Et même en termes de recommandation aussi du site, Ouais. recommandation de la marque, le buzz c'est un positif, marketing fort aussi, Ouais. le buzz positif, c'est ça. Ouais, autour de la marque. Du coup, bon, voilà, il y a ça. Il y a tous ces aspects-là qu'on peut couvrir. Et surtout, nous avons une formule simple, adaptée. On peut jouer sur le cashback, par exemple. On peut faire une plateforme des gens qui utilisent notre moteur. Au lieu que tu donnes des produits gratuits de ma marque, mais je peux peut-être donner, quand tu gagnes un produit, ça peut être chez un partenaire. Ok. J'envoie les gens chez lui. Le cashback, on le transforme. En fait, on change Ça, tout. c'est la concurrence saine, ça. C'est très beau. Voilà. En quelque sorte, il y a plusieurs horizons sur lesquels on peut jouer. Sachant que finalement, on parle que d'un moteur de promotion. Mais pensons à cette solution complète, finalement, IA, qui servira à un Waze pour ton commerce. Tu ouvres que la boutique et tu as un Riser qui va calculer tous les aspects, qui va te dire attention, il y a Corona il y a le Covid qui est affiché qui a commencé en Chine, ne commande plus ça, mais commande ça. Parce que les logiciels d'aide à la décision, ils existent chez les grands groupes. Vous pouvez aller sur le site de RiserClick, vous pouvez voir les concurrents que nous avons, mais ils sont tous chez Salesforce, chez les grands groupes, qui est des grands groupes à éviter ça. Mais avec notre solution, on peut bien démocratiser de la décision à une petite boutique ou à des très petites ou moyennes entreprises. Voilà, Intéressant. tout simplement. Tu m'as parlé du fait que tu rentres au Maroc, il y a des brands aussi qui t'attendent là-bas, etc. Comment tu vois ton insertion sur le marché? Est-ce que le produit, c'est beaucoup plus facile avec les boutiques en ligne? Finalement, au début, je pensais que c'était ça. Mais est-ce que c'est plus avec les boutiques physiques aussi? Comment ça va se passer? Le Maroc, écoute, il y a une tendance qui est forte aujourd'hui chez les investisseurs, c'est d'investir dans ce qu'on appelle emerging markets. Je ne sais pas comment le traduire en français. Les marchés émergents?
Voilà, D'accord. les marchés émergents. Mm. Tout le monde part aujourd'hui à l'aise, faire une place en Éthiopie, en Arabie Saoudite, qui veut devenir la troisième dans n'importe où, même dans le nucléaire, après les États-Unis et la Chine. Ils veulent voir eux-mêmes dans la troisième place. Du coup, il y a tout à construire là-bas. Par exemple, voilà, en Arabie Saoudite, si tu veux construire quelque chose, tu veux développer une usine, le royaume, il finance déjà 65%. En Éthiopie, il y a des choses à faire. Au Maroc, il y a des choses qui bougent. Au Maroc, il veut, voilà, puisqu'il gagne toutes les coupes, je sais pas, en football, il y a cette tendance à gagner sur tous les secteurs, en automobile, en IA aussi. Ouais, c'est vrai que le Maroc, actuellement, ça bouge. Hein. Et nous avons un marché de dingue, vraiment, au niveau e-commerce, Mm. là-bas. Du coup, une ville internationale comme Marrakech, on a Ronaldo qui a investi, Maître Games qui a investi, il y a pas mal de gens Messi qui passe son nouvel an chaque année là-bas. C'est un pont d'entrée qui est super intéressant. Et il y a un écosystème de start-up qui commence là-bas. Qui s'inspire de l'expérience européenne. Il y a du venture building. Le même type de subventions qu'on voit ici, on les voit là-bas. Ok. Ici, on a la BPI là-bas, nous avons Tamwilcom. Mais comment ça s'est arrivé? Moi, j'avais pas mis un plan. J'ai rencontré un Qatari, il m'a dit, j'ai 2 dépôts là-bas, grands dépôts. Et en face de ces 2 grands dépôts qui sont vides, moi, je suis pas toujours là. Tiens les clés. Il y a une société de transport avec des scooters qui fait la livraison. J'ai dit d'accord. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute, à Guilis, le quartier le plus chic de Marrakech, j'ai une boutique que j'aimerais bien vendre. Allez, Mohamed, comme le fondateur de LinkedIn, il dit, un entrepreneur, c'est celui qui tombe de l'avion. D'ailleurs, merci à celui qui m'a dit cette cote. Il tombe de l'avion, après, en tombant du ciel, et il est en train de réparer et faire son parachute. Mm. J'ai dit, vas-y. Le process a commencé et tout. Je l'ai acheté. T'as racheté directement. Comment j'ai eu l'argent, je sais pas. Je peux pas te l'expliquer. Voilà, viens ici, après t'es là, zéro salarié, tout marche par les partenariats, tu es une marque de confiance, t'es quelqu'un qui a un handicap parce que tu peux pas faire mal aux autres. Tout simplement, tu inspires confiance, t'as fait ta preuve, les gens te connaissent. Voilà, ça se passe comme ça. Et il y a un grand importateur au Maroc de la marchandise en Chine, il m'a dit, écoute, moi je te donne la marchandise. Du coup, j'ai la boutique, j'ai le logiciel qui flash. J'ai le Qatari qui me donne le dépôt gratuitement. Et au-dessus du dépôt, il y a 2 apparts que je peux transformer en bureau. Mhm. Juste en face, il y a la société de livraison. Et il y a la boutique que je vais tenir et qui servira à un Tout est projet pilote. configuré vraiment pour t'attendre, quoi. Tout est là, tout est en place, ouais. Et j'ai un TDAH, je suis fait pour ne pas concentrer sur une seule chose. Mm. Parce que quand tu parles là, il faut focus. Tu es sur un start-up, du focus. Oui, ça c'est pour les gens normaux. Mais quand il s'agit de quelqu'un comme moi, il doit tourner son handicap en point force. Oui, j'arrive à me concentrer sur tous ces trucs-là. Comme le fameux monsieur dont je n'aimerais pas, j'ai pas la légitimité de me comparer avec lui, le fait. Il envoie des fusées, je sais pas, sur Mars. En même temps, il fait rouler les gens dans des voitures électriques. En même temps, il creuse pour faire des Hyperloop. En même temps, il a des bitcoins. En même temps, parce qu'il a cet handicap-là, qu'il a pu tourner en avantage de force. Donc là, ça veut dire que tu démarres vraiment sur quelque chose. Et là, ce qui va être bien, c'est que toi, tu vas pouvoir expérimenter tout finalement. Exact. Et de mieux bâtir en fait encore ce produit. Et ça me permet de persévérer, ça me permet de ne pas mettre tous les œufs dans un seul panier. J'ai des gens qui m'aiment beaucoup, voilà, qui font confiance à ce que je fais. Quand j'ai commencé, j'avais pas le plugin Shopify. Pour être accepté dans une plateforme Shopify, il faudrait qu'on en parle d'ailleurs. Faut qu'on en parle d'ailleurs. Techniquement, c'est pas facile. C'est pas évident, ouais, justement. C'est une grande légitimité qu'on a gagnée. Pour développer un logiciel, oui, tu le mets sur un HTTPS, d'accord. Mais pour s'intégrer, tout en actant sur le front-end de la plateforme la plus populaire au monde, ça c'est quelque chose de très difficile. Donc, moi, je veux que tu m'expliques cette partie-là. Comment ça se passe du coup? Parce qu'il y a la partie où tu développes le back-end de ta solution, de ce que tu vas apporter. Et d'ailleurs, tu as dit que c'était sur du Ruby on Rails. Ruby on Rails, ok. Ouais. C'est du Ruby on Rails. Donc, du coup, rien à voir. Non, tu peux le développer dans n'importe quel langage. Le back-end. Tu utilises l'API. Mais si tu veux faire ce hack-là, exactement, pour accéder, l'interconnecter avec... il faut parler le langage que Shopify parle. Effectivement. Ok. Et il faut trouver des tournures, des manières pour faire l'intégration. En quelque sorte, moi j'ai pas fait un plugin, j'ai fait 2 plugins. Il y a un qui est invisible, qui permet de faire ce qu'on peut pas faire avec le C#, le .NET.
il y a l'autre qui hack dans le backend tranquillement. Ça veut dire que le deuxième plugin qui est sur qui fait la conversion. UI, ouais. Oui, le UI, c'est celui qui est intégré avec Shopify. Exact. Et il y a un autre qui est au milieu des deux. C'est ce que je comprends. Celui de backend, il est intégré au Shopify qu'on peut télécharger, Ok. mais il t'exige de télécharger un autre plugin Ok. qui va être l'intermédiaire entre ton ok. plugin. Donc les deux plugins marchent ensemble. Ouais, c'est vrai que ça. Et tu me dis pourquoi un plugin Shopify n'a pas une plateforme SaaS indépendante? Ça, justement, c'est sur notre roadmap produit. Quand tu fais une startup, t'as pas de légitimité pour que les gens viennent chez toi, il faut aller chez eux. Mais du coup, là, tu as la légitimité. Oui, pour aller chez les gens. Oui. Le deuxième pas, c'est de faire un autre pour le WooCommerce. WooCommerce, effectivement. Quand j'aurai une bonne base de clients, je ferai ma plateforme à moi qu'on peut intégrer et sur lesquelles je pourrai jouer sur l'analytique et la data pour traîner mon IA et pour tenir la finalité de la promesse de Riser. Effectivement. Et plus tu auras de la data, plus tu pourras perfectionner en fait ton système d'intelligence derrière. Exactement. Et pour l'IA, écoute, aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA. Nous avons Inbuild et c'est tout à fait raisonnable qu'on aura Inbuild. Moi, je connais des sociétés de cosmétiques qui se présentent. Ça se voit, hein, tu penses aussi que c'est vrai Bah oui, il y a une bulle de parce qu'il y a Elon qui a parlé de la bulle de l'IA, qu'il voit une bulle là. Moi, je parle sur l'aspect technique, pas sur l'aspect retour sur investissement. Okay. Non, sur l'aspect technique. Aujourd'hui, nous avons n'importe quelle startup, dès que tu parles avec eux, tu dis non, on fait une IA qui fait... Non, toi, tu connectes une API d'une IA, tu revends de l'IA en fait. Tu payes de l'argent à une vraie IA et pour que les consommateurs achètent ce que tu leur vends comme service. C'est une interface, c'est pas une IA. Pour parler de l'IA, il y a en 2 mots pour la culture générale des spectateurs. C'est de la data avec un calcul puissant que des machines, ton simple ordinateur ne peut pas faire. La computation. Et c'est l'assemblage, la formation de plusieurs sciences. Il y a la data science, il y a le machine learning, il y a les algorithmes, il y a les statistiques, il y a les maths, il y a la formule mathématique que tu dois appliquer, il y a l'entraînement, il y a le supervisé, le non supervisé. C'est toute une science. Du coup, quand quelqu'un me dit je fais de l'IA, est-ce que tu utilises de l'IA ou tu fais véritablement de l'IA? Est-ce que tu fais vraiment de l'IA ou tu revends de l'IA, monsieur? Parce que c'est deux choses différentes. Voilà, on est sur le même bateau et tu vas pas me la... Tu sais bien comment ça se passe. Du coup, parle bien. Dis bien ce que tu as à dire. Moi, mon autre Riser, elle s'appelle Riser AI, mais c'est une promesse. On fait pas encore de l'IA, on n'a pas la légitimité de faire de l'IA. De faire de l'IA, effectivement. Et nous avons un marché de dingue qui roule à une vitesse de dingue où l'IA elle-même disrupte l'IA elle-même. Exactement. Il y a des solutions, on a cru que ChatGPT, ça va être le futur. Et on vient de découvrir qu'il gagne aucun centime, il est toujours perdant. Il y a la Chine qui vient de la dépasser. Depuis même. Hein. Ah oui. C'est très risqué. Très risqué. Mais ce qui compte, finalement, pour moi, chez les startups, d'après mon expérience, c'est pas finalement que le produit qui compte. Même si tu as le meilleur produit dans le monde. C'est les personnes qui sont derrière. Comme toujours. Comme toujours. People. Dans la politique, ce qui compte, c'est pas le parti socialiste démocratique ou je sais pas. Qui est la personne derrière? Il fonctionne comment? Il est comment? C'est quoi son profil psychique? Parce que je connais des startups, elles ont des produits du dingue. Ils croient que le produit, product-led growth, est suffisant. Et ils ont des personnes de le marketing qui savent bien vendre. Mais quand elles passent devant les VC, ça marche pas. Et toi, tu viens avec une simple idée. Et vraiment un truc que tout le monde banalise. C'est du bullshit. Ouais. Mais ces gars-là, elles savent bien que non, ce gars-là, même si elle pète un câble, elle va réussir. Et ça, ils savent le voir. Ça, c'est clair. Ils savent le voir. Avant de continuer, si vous êtes développeur, si vous êtes expert en quoi que ce soit développeur, UX designer, graphiste, monteur vidéo, tout ce qui est lié au digital et que vous souhaitez travailler avec nous, vous pourrez retrouver le lien de recrutement en commentaire. C'est 2-3 informations à remplir et vous serez recontacté par notre équipe de recrutement. Je permets à des entreprises à travers le monde de trouver des freelances ou des experts directement en Afrique et pouvoir travailler avec eux. Je vais apporter un petit peu... Là, je vais essayer de vous passer ce que j'apprends de mon advisor là, de Stanford. Il m'a dit, Mohamed, quand il est devant
des invests, des vendeurs, voilà, quand ils pitchent devant des investisseurs, tu n'auras que 4 et pas un 5e, pas un 6e. 4, pas plus. Et les autres, ils varient entre les deux, voilà, entre les 4 là. Il y a des nuances entre les 4 profils. Il y a le profil tech. C'est lui qui est intéressé par la tech. Il faut que tu lui donnes des réponses. Voilà, comme celui-là, quand tu lui dis IA, il te dit IA quoi? C'est un gourou de la tech, il veut savoir la valeur de proposition tech, en quoi elle peut être super intéressante. Tu lui parles blockchain, alors d'accord, tokenisation, smart contracts, il va dans le deep du sujet, et c'est là où tu dois être convaincant. Il y a le profil Mr. No, conformité. Bah bon, VC, il a une politique quand même, un investisseur, il a une politique, il a investi dans plusieurs choses, et il a un conseiller juridique, il a un conseiller comptable, et ces gens-là, il faut chercher à leur donner toutes les raisons pour qu'ils disent pas non, pas pour qu'ils disent oui. Ok. C'est très différent. Ok. Du coup, quand je parle, lui, il cherche les red flags. Tu vois? Hop, il détecte. Il cherche quand est-ce qu'il va dire non. Et toi, tu dois tout faire pour qu'il ne dise pas non. Parce que même si son patron est convaincu, il dit oui, lui, il dit non. Monsieur, tu ne vas pas investir dans ça. Pourquoi? Pour des raisons internes, conformité, que je ne peux pas justifier tout de suite. C'est le deuxième profil. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le jungleman, monsieur de la forêt. Ces gens-là qu'on voit dans le Shark Tanks, qui veut être mon associé. Ouais. Ces gens-là, dès qu'ils te sentent, ils te disent oui, vas-y, shut up and take my money. Genre, ferme-la, je te donne, vas-y, tu veux 500 000, vas-y, je te les pose sur la table. Ces gens-là, ils sont les plus dangereux. Parce qu'ils détectent vraiment si tu vas la faire ou si tu l'as pas. Si tu l'as ou si tu l'as pas, si tu sais ce que je veux dire. Je vois. Si tu vas tenir ou tu vas pas tenir. Ils savent bien détecter si si le projet va marcher ou pas. D'accord? Il y a le quatrième, j'espère ne pas oublier, parce que tu sais que j'ai des troubles de mémoire. Alors on a dit tech, conformité, Mr. Jungle. Il y a celui qui est classique, le banquier, retour sur investissement. Traditionnel. Voilà, retour, qu'est-ce que j'ai à gagner? C'est comme si le banquier, tu lui mets des chiffres, il sait bien que c'est bon, ça va pas marcher, bon, peut-être ça va marcher ou pas, mais lui, il veut dormir tranquillement. C'est qu'il a fait son rôle et qu'il a calculé que le retour sur investissement l'arrange très 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 bien. Il faut avoir des réponses convaincantes. Ça, on parle des investisseurs. Après, avoir de l'argent, c'est pas le plus compliqué dans l'histoire. Moi, quand j'ai découvert la première réunion que j'ai eue avec mon référent, M. Jourdain, salut, je reste toujours reconnaissant, c'est qu'il m'a dit, allez Mohamed, comment tu vas avoir de l'argent? Tu viens de démissionner, espèce de con, comment tu vas vivre? Comment tu vas financer ton projet? T'as de la traction? Je savais même pas ce que ça veut dire traction. T'as des vendeurs? Comment on va convaincre les gens? Je lui ai dit, écoute, je savais pas quoi dire. Du coup, il va falloir que tu vends. Il faut que tu vends quelque chose qui est dans le papier. Alors, pour vendre, il faut que tu sois conscient de ton produit. Est-ce qu'il s'agit d'un nice to have ou un must to have? Est-ce qu'il s'agit d'un vitamine ou plutôt vraiment un painkiller, quelque chose qui guérit la douleur, qui arrête la douleur, vraiment, qui enlève l'épine. Et si tu n'as pas conscience de ça, tu connais pas ton produit, tu seras confronté à une réalité où tu sais pas vendre, tout simplement, et ça va pas marcher. Du coup, il faut avoir un esprit d'abstraction et d'autocritique de dingue, et surtout, ne pas avoir ce qu'on appelle le wishful thinking. Le wishful thinking, c'est la pensée par le souhait. Quand tu es dans le métro, tu réfléchis à ton idée, ou bien quand tu es derrière ton volant, quand ça sera tu dis comme voilà, ça sera quand ça sera comme ça, et après je n'aurai qu'à convaincre monsieur, après pour la banque on aura 100 000, jusqu'à 300 000, hop. Bon, finalement, moi j'ai eu l'argent, mais comment tu vas allouer le budget finalement? Et après, tu vas la jouer comment? Recruter des salariés? Tu es vraiment sûr que recruter des salariés, c'est quelque chose de très simple en France? Faire signer des CDI, tu es sûr, monsieur? Vraiment, c'est le bon choix? D'accord, recruter des alternants, ouais, c'est moins cher. Mais tu penses que les alternants vont vraiment traduire ta vision? Eux, ils pensent à leur stage, à leur diplôme. Ils ont des contraintes de dingue. Et comment, même si tu leur donnes des promesses comme quoi ils seront des C-level, des futurs C-level de ta boîte,
Écoute, le gars, il est là, il a besoin de valider son diplôme. Ça se trouve qu'il va avoir juste une licence et un semestre en Angleterre, en Chine, pour chiller. Et tranquille, il cherchait un job tranquille. Il veut pas ta start-up. Hein. C'est ça, c'est dingue parce que j'ai découvert par la suite qu'avoir l'argent, je l'ai eu. J'ai fait signer des contrats qu'il y a des gens qui ont pleuré de reconnaissance parce qu'ils font partie de mon histoire. Et aujourd'hui, ils sont plus rassurés que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Mais, comment utiliser cet argent? Comment s'aider à ce que tu gaspilles pas, à ce que... Voilà, il y a des pressions à droite, à gauche. La plupart surtout de ces startups-là, il y a une sorte d'effondrement juste après avoir levé, quoi. Tu lèves, oui, tu sais lever de l'argent, mais après faire que la boîte fonctionne, c'est autre chose. Exactement. C'est comme si c'était deux compétences différentes, quoi. C'est deux mondes différents. Ce n'est jamais une garantie. Oui, tu fais une collecte de fonds, sur les papiers, tu as une valeur de dingue, voilà, qui est intéressant. Les investisseurs au début qui ont des décotes, voilà, si on parle, on parle au niveau, voilà, de la réalité administrative de l'investissement. Et ils sont très contents sur les papiers, ils sont heureux. Mais le projet, est-ce qu'il va tenir ou pas? C'est là où l'aventure commence, c'est la responsabilité lourde. Parce que les gens, les fondateurs, il y a des fondateurs qui pensent que l'entrepreneuriat, ils font de l'entrepreneuriat, moi je parle pour moi, pour du sens, comme une quête. Moi, éthiquement, je sens une responsabilité éthique qui est très haute et qui est très forte pour les investisseurs qui ont cru en moi. Parce que je les ai choisis, ils ont un capital humain et éthique qui est très fort et qui est super intéressant. Moi, je parle pas des investisseurs, voilà, qui s'en foutent de leur argent, qui ont des milliards, non. Il faut vraiment que tu tiens. Entre toi et toi-même, il faut que tu réussisses. Il ne s'agit pas de question d'argent ou pas d'argent. C'est une quête des sens que tu fais pour toi-même. Et c'est grâce à ça que tes journées ont du sens. Et ça, c'est très intéressant à savoir. Peu importe si je gagne ou je ne gagne pas, mais j'adore ce que je fais. Chaque jour, il y a un challenge. Au final, ouais, c'est ça. À la fin de la journée, c'est ça. Hein. Je t'avais promis. J'allais pas jouer le gars, le marketeur qui va faire, voilà, qui cherche la visibilité de sa boîte dans un podcast. Je savais pas ce que j'allais dire, mais voilà, ce que tu as bien pu sortir de moi. Et pour l'impact, je m'en fous. Mais c'est la réalité, telle que je la vois. Exactement. Ouais. Non, mais intéressant. On entre vraiment dans une partie intéressante de ta vision. Et ça me permet peut-être de basculer aussi, pour qu'on puisse ressortir un peu de ça. Si on peut peut-être parler de l'écosystème des startups en France. Ok. Alors, la nouvelle. Il y a quelques jours, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu en fait une sorte de fake news sur Facebook. Je crois que ça a fait un short, une vidéo qui a fait 12 millions de vues, qui disait il y a eu un coup d'État en France. Il y a un colonel, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais qui a fait un coup d'État, qui était à l'Élysée, etc. Et du coup, tu as des présidents qui ont fait des messages à notre président Macron en disant je suis inquiet, je viens de voir qu'il y a eu un coup d'État. Et tout le monde a crié, même moi j'ai crié quand je l'ai vu dans le fil d'actualité. Et surtout, c'est le nombre de vues, c'est 12 millions de vues, c'est quand même incroyable. Et tout le monde s'est dit que c'était vrai. Et du coup, t'as le président qui disait, justement, ils ont essayé de contacter Facebook pour dire, voilà, faut retirer la vidéo. Mais Facebook leur a fait comprendre, la vidéo ne viole aucune règle d'utilisation de chez Meta. Donc, du coup, elle va rester quand même sur la plateforme. Et du coup, il y a eu ce truc-là où on se dit, OK, il faut beaucoup plus propulser les boîtes françaises, en tout cas les produits based in France qui sont autour de l'IA, parce qu'en fait, comme il le disait, finalement, ces gars-là, ils se foutent de nous, les Américains, au final. Donc, est-ce qu'il faut plus pousser les boîtes autour de l'IA? Donc, du coup, c'est un peu quoi l'écosystème, vu que toi, tu t'es beaucoup frotté à ça, et que c'est un peu ton monde aujourd'hui. Comment ça se passe? Dans l'écosystème des startups françaises, européens généralement, tout le monde a conscience que comme quoi les choses ne sont plus devenues comme avant. On peut plus avoir facilement du financement, et c'est tout à fait aussi normal, parce que si les projets, l'économie, c'est lié à des paramètres qui sont qui dépassent l'écosystème lui-même. Il y a la situation, il y a l'économie de guerre, il y a les guerres il y a le contexte géopolitique qui bouge. Mais parfois, je comprends pas
pourquoi on ne tient pas à cette souveraineté technologique, à cette indépendance technologique? On le dit, hein. On le dit beaucoup. Il y a quelque chose de dangereux que je vais dire. Et j'espère qu'elle soit reçue de bonnes intentions et de bonne volonté. Moi, je suis un immigré. Je ne suis pas encore français. Ce pays, il m'a beaucoup aidé. Je suis très reconnaissant. Oui, il m'a fait aussi beaucoup de douleur. Je suis un citoyen de 2e degré. Je suis très conscient. Je comprends ce que Foucault dit. J'ai adoré la littérature française. J'ai adoré la philosophie française et tout ça. J'ai beaucoup appris. C'est grâce à un Français déjà au Maroc que j'ai appris beaucoup sur la culture française. C'est grâce à une famille française qui habite à côté de Château de Versailles que j'étais logé, qu'on m'a trouvé un premier job d'étudiant quand j'étais en école d'ingénieur. Du coup, je sais ce que ça veut dire la France, même si je suis émigré. Je suis reconnaissant. Mais dans ce domaine-là, dans l'écosystème, dans la technologie française, il nous faut un De Gaulle, un nouveau général De Gaulle, vraiment, qui tient à la souveraineté technologique. Quand on parle aujourd'hui du vibe coding, ok, l'automatisation de la création des applications et du software, et on parle de Lovable, on parle de Cursor, Replit, mais nous avons une pépite de dingue, nous avons un trésor qui s'appelle Crispy AI. Pourquoi on n'en parle pas en France? Pourquoi? C'est quelque chose de dingue, il est plus fort que ses concurrents mondialement. S'ils étaient aux États-Unis, vous savez ce qui allait arriver? Comment on peut l'aider à scaler? On a fait ça avec Mistral, bravo. Mais ça, pourquoi on l'a pas encore pris en considération? Sachant qu'il y a des investisseurs qui sont très intéressants, comme monsieur... Bon, je pense pas que j'ai le droit de citer les noms. Mais ils sont très forts. Hein. T'as vu, quand je t'ai fait la démo de Crispy, est-ce que t'as vu le potentiel qui est là? Est-ce que t'as vu dans le marché mondialement une application IA qui peut... Ça dépasse de loin tous les produits que j'ai testés. Qui peut comprendre n'importe quel produit et le réaliser en quelques minutes. Mais pourquoi ils ont besoin, on a encore besoin de faire tout un travail jusqu'à ce que les autres nous dépassent, les Américains, les Suédois et les autres qui utilisent, qui existent dans d'autres pays. Nous avons tout pour qu'on aura notre marque française dans ce domaine-là et qui va disrupter des métiers de dingue, qui aura une bonne place de marché. Et on aimerait bien que ça soit en France, qu'on quitte pas la France. On aimerait bien qu'on soit... avec Crispy, on a eu des chances d'aller ailleurs, mais on tient encore à rester ici. Allons-y, tester la solution, surtout avec la nouvelle version qui va sortir, qui est une version de dingue. Je t'ai fait la démo, tu peux voir, t'as pu voir le potentiel. Ouais, et tu es quelqu'un qui connaît bien la tech. C'est pas un amateur. Du coup, voilà, c'est quelque chose où j'aimerais bien que la France prenne en considération. Oui, on peut faire des solutions pour ce qu'on appelle l'impact social, pour the sustainability, pour le développement. On peut faire des solutions locales, mais quand il s'agit de l'IA, les gars, misez sur vos enfants. Je pense que la politique du gouvernement a aussi été de commencer à pousser beaucoup plus dans le côté administratif, parce que tu commences à avoir sur des plateformes comme par exemple France Travail, ce genre de plateforme, ils commencent à mettre de l'IA pour pouvoir prendre des CV, pouvoir te recommander des trucs, etc. Mais il n'y a pas vraiment... Je sais pas, hein, j'ai pas encore fait un produit dans ce sens-là, mais c'est une réelle problématique dont tout le monde en parle. Moi, toutes les réunions, enfin, tout ce à quoi j'ai assisté, tous les start-upers qui travaillent sur des produits sur l'IA en dehors de le chat. Le chat et Mistral aussi, Mistral quand même, qui est aussi un beau produit. Ouais, tu as raison, il faut plus de capitaux, il faut plus de... si tu veux, moi, ma vision des choses, c'est que c'est pas que la France elle fait pas des efforts. Il y a par exemple cette initiative de financement de l'entrepreneuriat des quartiers. Il y a France Digital de 2030. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Mais ça prend du temps, comme pas possible. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Un entrepreneur, même si tu lui donnes 20 000, 30 000 de prêt d'honneur, pour qu'il tienne pendant ces mois-là, en attendant qu'il aura un financement, en attendant que la BPA offre ce qu'il a à offrir, ça marche pas. Ouais. Tout simplement, ça marche pas. J'étais chez des incubateurs, j'ai vu des start-upers qui ont été vraiment à fond dans leur projet. Ils n'ont pas pu tenir pour des raisons psychiques, mais tout le monde ne peut pas avoir ce sens de persévérance avec une telle réalité.
il me faut du dynamisme. Il faut des incubateurs qui sont plus dynamiques, qui sont plus agressifs, qui sont plus agiles. Et on peut le faire. On peut le faire. Je comprends qu'il y a des enjeux de transparence, il y a des standards de l'art de l'administration française qui doivent être appliqués afin de rendre ce genre d'initiative possible techniquement au niveau administratif pour éviter qu'il y aura des abus. Je comprends totalement ça. Mais il y a aussi des marchés qui nous dépassent. Il faut agir sur ces marchés-là. Exactement, je sais pas, c'est pas mon métier. Je peux pas avoir une force de proposition là-dessus parce qu'à mon niveau, moi je suis un fondateur qui a confronté une réalité et qui a pu persévérer par des manières qu'elle ne s'est pas expliquée. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pu continuer sur des produits qui ont été très intéressants. Et la plupart de ces produits-là, après, ils réussissent à l'étranger, c'est ce qui est dommage. C'est ça le problème. Il y a des startups qui ont tous les ingrédients de devenir des unicornes et faire du bruit partout. Mais vu les paramètres et les facteurs que je viens de te citer, elles doivent tenir pendant des mois, jusqu'à ce qu'elles seront dépassées. Parce que c'est pas que l'équipe, il y a l'écosystème qui joue le rôle, il y a le networking, il y a une startup. Le succès d'une startup, c'est pas une histoire innocente, pour te dire. Non. C'est pas un gars, c'est pas comme dans le fit, comment dirais-je, c'est tout court. C'est pas une histoire innocente. C'est pas quelqu'un qui avait une belle idée et l'a appliquée et ça a marché, non. Il y a beaucoup d'aspects qui impactent la réussite d'un projet. Et ça, c'est ce qu'on néglige ou bien qu'on ne mesure pas suffisamment, mais qui sont très 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 importants. C'est vrai que aujourd'hui on a beaucoup parlé de levée, de financement, de start-up, etc. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi je suis plus vers cette approche, ok, je fais en sorte que mon business puisse vivre de lui-même. C'est-à-dire, j'arrive à vendre moi-même. Voilà, si après ce que je fais a de l'écho et que ça parle à un investisseur qui veut venir et que tous les termes me conviennent et que je sens que c'est le moment aussi de pouvoir prendre quelque chose, un investissement externe parce que peut-être je vais passer à un autre level, ouais, à ce moment-là, on peut parler. Mais de base, je me suis toujours dit, faire des levées, c'est vraiment une compétence, ça demande beaucoup. Il faut apprendre des choses et grâce à Dieu, ces choses-là, aujourd'hui, tu les maîtrises. Mais pour moi, à chaque fois que je me suis dit, ok, je vais faire ça, mais je vois le temps de dingue, ça va me prendre une année pour rentrer dans ce monde-là, comprendre les codes. Je me dis, non, ce temps-là, je le mets sur le business, je le développe, j'essaye de vendre, je fais en sorte que déjà le produit puisse se financer lui-même. Mais ça aussi, c'est pas forcément très évident en fonction des produits. C'est-à-dire que ça dépend des idées, ça dépend des produits sur lesquels on travaille. Mais donc du coup, c'est pas quelque chose que je sais. Je sais que ça s'applique pas à tout le monde, mais c'est pas forcément très évident. Donc c'est quelque chose que je comprends totalement. J'aurais peut-être une dernière problématique. Peut-être on revient un peu sur Riser. Du coup, lorsque par exemple, j'aimerais que tu expliques un peu le process, comment on fait lorsqu'on veut par exemple faire son plugin sur Shopify, administrativement parlant, comment ça se passe avec Shopify, ce genre de plateforme-là, comment ça se passe du coup? C'est très simple, c'est comme toute plateforme moderne. Elle a une documentation, elle a des API, elle a des paramètres sur lesquels qu'on peut exploiter, si vous voulez, tout en programmant de notre côté la solution, ce qu'il doit faire. Il y a par exemple la demande des autorisations. Comme n'importe quelle application, quand tu l'installes sur ton téléphone, tu dois justifier pourquoi tu as besoin d'accéder au micro, pourquoi tu as besoin d'accéder à telle donnée. Shopify, c'est la même chose. Quand tu développes, il y a un process juridique sur lequel il va falloir d'abord, premièrement, que tu auras your privacy policy, la politique de confidentialité qui est un contrat entre vous et Shopify. Il y a le développement de ton côté qui doit être fait. Il y a l'interaction avec l'API. L'API, il faut avoir ses hooks. Les hooks, il faut les demander. Les hooks, c'est ces autorisations pour accéder aux données là. Exactement. Voilà. Après qu'on valide qu'on te donne ces hooks là, il va falloir que tu intègres techniquement ta solution et après attendre ce qu'on appelle le submission. Tu l'as soumis à un sandbox de test.
Eux, ils revoient bien ce qui marche pas dans ta solution. S'il répond aux critères, il l'accepte. S'il répond pas, bah, elle t'envoie, elle te dit ce feature-là, on va pas l'accepter. Ok, donc c'est eux qui valident en fait. Exactement, Ok. tu as 3 jours jusqu'à 7 jours, je pense. Ok. Et c'est ça où c'est une chambre de gaz, parce que tu développes des choses, tu les envoies et tu dois attendre 7 Tu dois jours. attendre, ouais, c'est ça, ouais. Jusqu'à ce qu'on te répond. Et si tu réponds pas dans les 7 jours, ou bien tu corriges pas, bah voilà, il y a d'autres délais, soit on arrête de travailler avec toi, il y a toute une team qui est derrière, jusqu'à ce qu'on accepte finalement, jusqu'à ce que ta solution soit conforme à leur philosophie tech. Ce qui est aussi compliqué avec des Shopify, c'est qu'il y a des stores connectés, mais il y a des solutions on-premise. Il y a des solutions qui sont déconnectées. Ok. Du coup, pour accéder à ces solutions déconnectées, peut-être ils sont dépassés, il y a un problème de versionning. Il y a pas mal de problématiques techniques qui existent traditionnellement dans toutes les plateformes, juste comme chez WooCommerce, juste chez n'importe quel... Shopware, tout ça. Exactement. Ouais. Du coup, on développe de notre côté. Il y a un API qu'on peut exploiter pour l'envoi, le push et le pull Avec eux. des données, avec eux. Puis il y a le côté juridique à régler. Puis il y a leur commission qui valide ou qui valide pas. Okay. Et quand ils valident pas, elle te dit non, comme ce qui m'est arrivé quand j'ai développé en C#, bah, c'est à toi de savoir comment on l'a joué. Pour le coup, ils vont pas te dire allez, vas-y, développe-la en Shopify, on reviendra. Mais il y a un expert, il y a peut-être d'autres. Il faut que tu te renseignes. Il faut faire ta veille technique afin de bien savoir comment répondre à cet enjeu technique que tu as. Tout simplement. Ok. Et du coup, lorsque tu l'as fait, comment ça se passe quand ton plugin est utilisé? Comment eux, ils gagnent finalement dans la collaboration que tu as avec Shopify? Ils ont, si je me rappelle bien, 12%, 15%. 12% ouais, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus de ça. Okay. Mais ce qui est bien dans la plateforme Shopify, c'est qu'il y a une bonne communauté. Ouais. Il y a beaucoup d'agences qui ont des stores, qui gèrent des stores, avec qui tu peux faire des collaborations. Donc facilement, on peut liker ton application, on peut te mettre en... Il y a aussi des modèles de partenariat par commission. C'est un environnement qui est archi riche vraiment pour se lancer. Il y a des boîtes qui ne font que des plugins Shopify, ils gagnent des millions. Effectivement. Ils ne sortent pas de l'écosystème de Shopify. Parce que dès que tu as une idée innovante, d'ailleurs, l'idée de Riser, j'ai essayé de la breveter chez l'NPI. Ça a pris 1 an, ils m'ont dit oui, c'est préservé, d'accord. Parce que j'ai breveté même la solution technique avec le QR code chez la caisse enregistreuse. Ok, super, ouais. En Europe, en France, ils m'ont dit écoute, c'est un concept commercial, on peut pas le protéger, bloquer. Peut-être ailleurs, tu peux le bloquer. Ok. Voilà, c'est comme ça. Du coup, dès que tu trouves une idée, si tu es un fan ou bien quelqu'un qui peut détecter une gap dans Shopify, tu peux développer une solution qui peut marcher très 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 bien. Surtout si le commerçant voit qu'il est gagnant. Effectivement, ouais. En fait, nous, on a travaillé avec un client allemand, qui, pour le coup, pas Shopify, mais qui développait des plugins plutôt Shopware. Et nous, on développait des plugins pour eux. Donc, c'était vraiment, comme tu disais, il y a des boîtes qui font des millions que dans ça. Ils développent que des plugins. Alors, ils ont certains clients aussi où ils ont fait des boutiques, mais derrière, ils développent que des plugins et ils revendent aussi ces plugins-là. Donc, c'est super intéressant, tout cet écosystème. 12%, c'est... Bon, après, ça dépend de combien aussi tu arrives à faire sur la plateforme. Mais du coup, ça a été quoi la plus grosse difficulté que tu as eue avec Riser, on va dire, dans tout le parcours, depuis le développement jusqu'à la mise en place, etc. C'est quoi la plus grosse difficulté? La plus grosse difficulté, c'est quand on m'a dit, écoute, on peut pas toucher au front-end. Quand je suis parti chez ce groupe-là d'e-commerce du sport, il m'a dit, oui, d'accord, vas-y, tu gères bien le back-end, le jeu, il marche, mais nous, comment on va faire pour afficher ça au client, quand tu as gagné, tout en faisant un truc animatif, convivial, ergonomique, qui peut... C'est ça qui est chiant chez Shopify. On a aussi des clients, désolé, je reviens dessus, on a aussi des clients qui ont des boutiques Shopify, et des fois, le client a quelque chose en tête, et on veut modifier, par exemple, le configurateur. Juste un truc bête. Tu veux retoucher un peu le configurateur parce que, voilà, le client est dans la menuiserie, tu veux mettre, par exemple, je sais pas, le bois laqué, or, je sais pas moi, de couleurs différentes. Tu veux que le client ait une expérience différente de celle de Shopify. Shopify te dit non, tu peux pas modifier comme tu veux le configurateur. Et là, c'est vraiment un gros souci. C'est un blocage technique. Là, par exemple, là, c'était très douloureux. Mais j'ai dit,
on trouvera une solution. Hmm. On a contourné la solution par une solution qui est légitime. Ok. Allez, 2 plugins. Un plugin qui permet de faire ça et un autre plugin qui fait ça. Tu fais ça. On les ok. connecte. Ok, super, super. Alors, nous, à l'époque, ce qu'on avait opté, parce qu'en fait, une fois que tu résolvais un problème sur Shopify, en fait, devant, tu avais un autre problème. Exact. À chaque fois, c'était un peu chiant parce que, voilà. Après aussi, ce qu'on a fait, c'est on a redéveloppé, pour ce client-là particulièrement, c'est un gros client, il fait 4-5 millions de CA annuellement. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que on lui a proposé de passer sur Shopware. Je sais pas si tu connais un peu Shopware, mais Je sais pas, non. en fait, Shopware, c'est une solution nettement un peu comme voilà, du Shopify, hein, finalement, mais qui te donne la main sur le front-end. C'est-à-dire, tu peux vraiment implémenter ce que tu veux. Et nous, on est passé dessus. Je te joins là-dessus. Shopify, même si tu vas au niveau des thèmes, c'est archi rigide et classique. Exactement. Par exemple, WordPress, c'est magnifique. Tu as des solutions comme Elementor, tu as des solutions comme WP, je me rappelle plus. Tu peux modifier à la main la composition Effectivement, tu peux. voilà, de ton front-end. Mais chez Shopify, ils sont archi limités là-dessus. Mais c'est un écosystème qui est très C'est fort ça, au niveau. ils ont la communauté quand même. Il n'y a pas que la communauté, c'est une solution qui est faite techniquement pour qu'elle soit scalable. Et c'est ça le plus important pour les entreprises. Avec un WordPress, oui, tu peux commencer avec WooCommerce, mais c'est pas scalable. On va pas se mentir. Soit ni au niveau sécurité, ni au niveau spécification non fonctionnelle comme la performance et tout ça, temps de réponse et tout ça, ni la qualité de code. Ça te permet de faire tout ce que tu veux avec, mais il y a toujours des failles de sécurité comme pas possible. C'est une poésie, comme leur slogan. Code is poetry. C'est une poésie. Voilà. Ouais. Du coup, ça serait intéressant de, quand vous allez justement passer à l'autre étape, penser à Shopware, parce que je pense que c'est Shopware. Ouais. Il y a aussi, je pense, Big Commerce. Je sais pas si vous le connaissez. Big Commerce, je sais pas. On a beaucoup travaillé avec WooCommerce, Shopify, Shopware. Shopware, effectivement. Ah ouais, Shopware. Et c'est très, très, très utilisé par le marché Europe de l'Est, je veux dire Allemagne, beaucoup plus. Ils font tout sur Shopware parce que tu sais, ils aiment avoir la main sur ce qu'ils font et tout. Et justement, le plugin, on peut le développer sur Shopware. Donc, vous le développez aussi pour Shopware. Et c'est comme Shopify, sauf que tu as la main en fait sur le truc. C'est pour ça que c'est beaucoup prisé chez les Allemands. Mais du coup, c'est intéressant. Parce qu'en fait, la solution Riser, finalement, elle n'a pas de limite. Tu peux le mettre une fois qu'on aura fini avec Shopify, tu peux le mettre sur tout le reste quand tu vas passer à la prochaine phase. Donc, je trouve intéressant de développer aussi un plugin pour Shopware. Je crois que ça peut être très, très, très intéressant. Ouais, c'est quelque chose à étudier. Je te remercie pour la proposition. C'est quelque chose d'intéressant, ouais. Mais je jetterai un coup d'œil. Super. Bon, voilà, on a fait un peu le tour. On a fait un petit peu le tour. On a tout dit. J'espère que l'impact sera assez mesurable. Ça sera le cas. Écoute, Mohamed, pour moi, ça a été un plaisir de te recevoir et je te remercie déjà d'avoir accepté qu'on puisse avoir cet échange. Tu sais, il y a la discussion qu'on a en ligne, il y a le fait de se voir en physique, que moi, je priorise particulièrement, ce qui est toujours, qui apporte toujours un plus à ce qu'on fait. Et voilà quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à dire pour la fin. Ouais, j'ai quelque chose à dire. Je me souviens bien, j'ai des potes que j'aime beaucoup, j'ai une petite communauté de couple. Quand on se voit pendant les week-ends, on fait le loup-garou. Un jour, j'avais raison de détecter un loup. J'étais villageois. Mon ami, il était villageois, il restait le seul, c'était le seul entre moi, le loup, et le villageois. Et je dois le gagner. Mais la manière qu'avec j'ai lui parlé, les mots que j'ai utilisés, j'étais pas convaincant. Il a décidé que c'était le loup qui est le villageois. Et ce loup-là, à la fin du jeu, il m'a dit « Mohamed, il suffit pas d'avoir raison. Il faut pas créer l'ennemi. » Il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans ce podcast-là. Je les ai dit avec une bonne intention. Je les ai dit avec mon cœur. Mais je les ai pas dit pour offenser ou pour créer des ennemis. Et cette capacité à ne pas créer l'ennemi, c'est quelque chose que très difficile, que tout le monde n'a pas. Du coup, j'espère que les spectateurs, les téléspectateurs, les gens qui m'ont écouté, qu'ils prennent mes mots, même si j'ai tort, avec une bonne intention et bonne volonté, et pas par méprise.
si les réponses ou bien les mots n'étaient pas les bonnes. Et merci beaucoup Jordi pour cette opportunité que tu m'as dit pour m'exprimer. Rien que cet exercice m'a donné beaucoup de plaisir. Super. Merci beaucoup, Mohamed. On se dit à la prochaine. Merci. À la prochaine.